Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce jeudi, le décryptage de l'actualité. Pour commencer, nous allons évoquer l'Afrique du Sud, les violences xénophobes qui secouent ce pays, l'immigration clandestine pointée du doigt si le président Ramaphosa juge inacceptable les attaques contre les étrangers, institutions, gouvernements et sociétés étrangères. Institutions, gouvernements, sociétés civiles africaines, s'élèvent contre les manquements du gouvernement. Les images tournent en boucle sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp en sont envahis. Toujours les mêmes scènes montrant des personnes ou des étrangers, comme on les appelle en Afrique du Sud, poursuivis par les bourreaux, attaqués par des flammes, brûlés et laissés pour morts. Quand la victime espère s'en sortir, les blessures infligées sont si profondes que les cicatrices deviennent des marques indélébiles. Tout a commencé dimanche 1er septembre. Les chauffeurs routiers qui dénoncent la forte présence des travailleurs étrangers venus de Mozambique, de la Zambie et du Zimbabwe dans leur branche professionnelle ont commencé à débrayer en bloquant les routes dans plusieurs régions comme le KwaZulu-Natal, la province du Cap ou encore le centre de Johannesburg. On dénonce jusqu'aujourd'hui une douzaine de morts. Nous en parlons ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud est confrontée à ces violences xénophobes. Malheureusement, ce n'est pas la première fois. Ce n'est malheureusement pas même la violence xénophobe qui a été la plus meurtrière, parce qu'il y en a eu d'autres qui avaient fait jusqu'à 60 morts. Et on se pose des questions parce que, comme l'a dit les organisations de la société civile, le gouvernement ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant, puisqu'il y a eu des précédents et plusieurs fois, on s'en est pris à des populations étrangères, à la limite des boucs émissaires par rapport aux difficultés auxquelles les Sud-Africains eux-mêmes sont confrontés. Le gouvernement devrait pouvoir prendre des mesures pour la protection de ces étrangers qui sont sur le territoire sud-africain. Mais qu'est-ce qui explique que chaque fois qu'il y a des problèmes en Afrique du Sud, surtout liés à l'emploi, on trouve facilement l'excuse de l'étranger qui vient prendre les emplois? En fait, il y a plusieurs explications. Il y a une explication que les gens oublient souvent. Pendant la période de l'apartheid, une bonne partie de ces Noirs africains ne bénéficiaient de rien du tout. Parfois, même la scolarisation, les gens ne l'avaient pas. Encore moins une formation professionnelle permettant à quelqu'un d'avoir un métier. Et c'est pourquoi ces chauffeurs dont on parle, que ce soit les chauffeurs de camions, que ce soit les chauffeurs de taxi, venant du Zimbabwe, de Mozambique, de Zambie, etc., ils avaient pu occuper ce marché parce que c'est eux qui avaient les permis de conduire. Les Sud-Africains ne les avaient pas. L'autre problème que ça pose, c'est que quand on regarde le chômage en Afrique du Sud, 40% des un peu plus de 40 ans sont au chômage. Et en même temps, c'est des gens qui n'ont aucune qualification professionnelle. Donc, ce qui leur reste, excusez-moi du terme, c'est les petits boulots. Mais même dans ça, le petit commerce, toutes les autres petites activités, vous avez les Somaliens, vous avez les Bangladais, qui sont très bien organisés en la matière et qui, même le commerce de vente de crédit, de téléphone et autres, qui sont tellement bien organisés que c'est eux, à la limite, qui dominent ces marchés. Et c'est pourquoi ce n'est pas les Nigériens, on s'en est pris aux Somaliens, on s'en est pris à ces Bangladais, puisque ceux qui n'ont pas de qualification professionnelle considèrent que ce sont ceux-là qui ont pris leur emploi, alors qu'ils sont simplement plus organisés que les Sud-Africains, de sorte que quand tu viens les trouver sur le marché, tu ne parviens pas à faire ce qu'eux, ils sont en train de faire. Ça fait que tous ces gens en situation difficile d'un point de vue économique regardent ces étrangers comme ceux qui les empêchent de pouvoir avoir un emploi. L'autre élément, puisqu'il parle d'immigration clandestine, il y a effectivement des gens qui sont là-bas sur une base qui n'est pas légale et qui acceptent pour un métier un prix inférieur au prix que le Sud-Africain va demander. Mais c'est tous ces éléments qui font que parfois, dans les discours malheureusement même officiels, les gens eux-mêmes encouragent cette situation en considérant que les difficultés de certains Sud-Africains sont liées à la présence des étrangers. Mais si les Sud-Africains sont en colère, leur colère doit être redirigée soit vers les Blancs qui détiennent l'économie ou bien vers leurs gouvernants qui, après 25 ans de pouvoir, n'ont pas réussi à créer les situations qui leur soient favorables. Mais tout à fait. C'est pourquoi le président de l'association des Somaliens
dit que nous sommes des boucs émissaires. Il le dit très clairement dans sa réaction, puisque économiquement, qui est responsable de l'orientation économique, qui est en train d'exécuter la politique économique au niveau de l'Afrique du Sud, ce ne sont pas les étrangers. Maintenant, c'est vrai que l'ANC avait fait de très grosses promesses. Il y avait un espoir fou que si on parvient à prendre le pouvoir, le pays étant géré par les Noirs, il y aura un certain épanouissement pour les Noirs. Ben, ça n'a pas été malheureusement le cas pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que après le départ de Mandela, c'est comme si les gens ne savaient plus où ils allaient, parce qu'à l'intérieur même de l'ANC, au lieu de s'occuper du développement du pays, c'est comme si c'était la bagarre pour le leadership. On a vu Thabo Mbeki destitué, comment il s'appelle encore, Jacob Zuma destitué. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur de l'ANC même, il y a encore des problèmes, des crises internes. On l'a vu également avec l'élection de Ramaphosa, tout ce qui a existé comme bagarre à l'intérieur de l'ANC. Est-ce qu'on s'occupait de l'Afrique du Sud ou est-ce qu'on s'occupait de positions de privilèges à l'intérieur de l'ANC? Ça, il faut que les Sud-Africains, en particulier l'ANC, répondent à cette question. L'autre élément, c'est que parfois, au niveau de l'ANC même, dans le discours, au niveau du roi Zulu, au niveau du maire de Johannesburg, les médias et les organisations de la société civile disent clairement que c'est des gens qui attisent cette xénophobie, en disant que oui, il y a trop d'étrangers. Je ne me rappelle plus c'est qui, il y a un qui disait que 4 millions d'étrangers en Afrique du Sud, c'est trop. Il n'y a pas un pays au monde qui prend autant d'étrangers par rapport à ses populations. L'assertion est fausse. Il y a 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne fait pas 50 millions de personnes. Et la Côte d'Ivoire ne reçoit pas que des Burkinabés. Il y a d'autres populations d'Afrique de l'Ouest qui sont là-bas. Donc même dans le discours, on fait comme s'il y a une sorte d'envahissement du pays par des étrangers, alors que ce n'est pas d'abord la réalité. Et ces étrangers ne sont pas venus trouver un Sud-Africain qui a un emploi. Ils lui ont arraché son emploi, parce que ça également, il faut le dire. On pointe du doigt de l'immigration clandestine. Est-ce que sur le pourcentage d'étrangers vivant en Afrique du Sud aujourd'hui, la grande partie est constituée de clandestins? Non, la grande partie n'est pas constituée de clandestins. L'immigration clandestine augmente parce que les Sud-Africains délivrent de moins en moins des papiers pour l'immigration légale. Achille Mbembe, qui enseigne là-bas, pose le problème clairement en disant qu'on peut considérer l'État sud-africain comme étant complice. Parce que pendant que ce discours est en cours, il dit qu'il est devenu de plus en plus difficile d'avoir un permis de travail en Afrique du Sud. Et quand les gens n'ont pas un permis de travail, c'est ça qui amène le travail aux Noirs. Il dit même ceux qui ont leur papier et qui d'habitude pouvaient ramener leur famille en Afrique du Sud ont de plus en plus de problèmes aujourd'hui pour trouver un visa pour faire venir leur famille. Ce qui les amène bien sûr à les faire venir par des voies qui ne sont pas des voies légales. Il dit même la scolarité, où l'Afrique du Sud avait un peu ouvert ses portes, ses universités. Quand un étudiant veut renouveler son visa, il est inscrit, il a ses résultats, il a tous les problèmes du monde pour renouveler son visa. C'est pourquoi il dit, mais il y a un problème parce que ce qui se passe dehors, qu'on aurait pu dire, c'est les populations. Quand on regarde la politique de l'État, c'est comme si on est en train également de fermer la porte aux étrangers. Et généralement, quand on ferme la porte aux étrangers, on voit les étrangers essayer de trouver d'autres voies, comme ce qui se passe avec l'Europe. Vous ne donnez pas aux gens des visas, on prend les pirogues pour descendre chez vous par la force. Mais ce que oublient ces Sud-Africains, c'est qu'il y a également énormément de Sud-Africains dans les autres pays du continent. Est-ce qu'ils l'ont oublié? Moi, je me dis que c'est des gens qu'on a un peu amenés à mettre toute leur attention sur les étrangers, comme si les étrangers étaient responsables de leurs problèmes. On a vu les résultats que ça a donné. Au Nigeria en particulier, les gens s'en sont pris aux intérêts sud-africains sous forme de représailles par rapport à ce qui a été fait aux populations nigériennes qui se trouvent en Afrique du Sud. Actuellement même, ça risque de devenir plus grave parce que MTN est en train de se poser des questions. Il y a des Nigériens qui se sont organisés, qui appellent les Nigériens à boycotter MTN, à boycotter également les autres structures sud-africaines qui sont là-bas. Certains même vont plus loin en disant il faut compenser les biens des Nigériens qui ont été détruits, arrachés, volés en Afrique du Sud, et il faut appliquer une règle qui est très bien connue. Il faut nationaliser les entreprises sud-africaines qui sont sur le territoire nigérien. Ça, c'est un seul pays.
Mais si tous les pays se mettent à avoir le même comportement, ça va être grave. Parce qu'on a vu le Gabon et un certain nombre de pays demander, pour le moment politiquement et de façon diplomatique, au régime sud-africain de protéger leurs citoyens et leurs biens. Mais le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, lui a été encore beaucoup plus clair. Il a dit qu'il faut des mesures préventives pour pouvoir protéger les personnes et les biens, parce qu'effectivement, la première conséquence qu'on risque de voir, c'est que les Sud-Africains qui ne sont pas chez eux et qui sont dans un pays dont les ressortissants ont subi ces pillages, ces tueries, ils risquent de subir la même chose. Mais c'est toute l'Afrique qui perd à l'heure où on essaie de travailler à faire en sorte que l'Afrique soit un seul pays, pour ne pas dire un seul continent, où nos activités économiques, la liberté de circulation et des personnes, on parle de carte d'identité africaine, on parle de banque africaine, on parle d'aller vers une monnaie qui va être une monnaie africaine. Ce n'est pas avec ça qu'on va aboutir, qu'on va faire aboutir plutôt de tels projets. Il y a quand même, quand on regarde la manière dont ces violences sont organisées, on a comme l'impression que les étrangers, s'ils ne le sont pas officiellement, en tout cas officieusement, sont en quelque sorte fichés par les Sud-Africains. Oui, mais ça, on peut le dire. Parce qu'il y a un journaliste sud-africain qui a pris la peine de faire le tour des magasins qui ont été pillés. Il est très clair, il dit aucun magasin sud-africain n'a été pillé. Même quand le magasin sud-africain se trouve entre deux magasins d'étrangers. Les gens savaient que ça appartient aux étrangers, ça appartient aux Sud-Africains. Donc c'est comme si il y a eu, j'allais dire, un travail de repérage qui consiste à savoir où attaquer ou ne pas attaquer. Et il va plus loin en disant que même une partie de ceux qui ont attaqué ont été convoyés par des minibus. Mais ce qui veut dire qu'il y a quelque part un tant soit peu de préméditation et d'organisation pour amener les gens à s'en prendre au bien des étrangers. Parce que si c'était quelque chose de spontané, il n'est pas évident que tout le monde puisse faire la part des choses entre quelle boutique appartient à un Somalien, un Nigérien, un Sud-Africain, puisque tous sont des Noirs, parce qu'on ne pourra pas les identifier directement par le visage. Parce qu'on accuse également les autorités sud-africaines de ne pas prendre des mesures assez musclées. Oui, mais ça c'est clair. C'est vrai que le président est revenu après, mais le premier discours qu'il a tenu, déjà la façon dont il l'a fait, devant une situation aussi grave, tu n'as rien d'autre à faire qu'enregistrer une vidéo et faire passer sur les réseaux. Mais ça, c'est comme si tu donnais ton avis. On avait besoin de voir le président de la République, dans la posture du président de la République, s'adresser aux populations sud-africaines. Et dans sa posture, les étrangers devaient sentir la protection du président de la République. Mais ça n'avait pas été le cas. Quand on a écouté également le ministre chargé de la police, lui, il a même préféré, à la limite, nier le fait que c'est de la xénophobie en disant que c'est un peu le contexte général de banditisme en Afrique du Sud. Mais dans le contexte général de banditisme en Afrique du Sud, on tue les étrangers, on tue les Sud-Africains. On ne fait pas la part des choses entre qui est étranger et qui ne l'est pas. Ici, c'est vrai qu'il y a des Sud-Africains qui sont morts, mais les cibles, c'était bel et bien les étrangers. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons tout de suite la pause et nous recevons après l'invité de ce jour.